Principe 6, laissez une place à l'autodétermination. Le dessin, nous avons décidé de modifier quelques-uns de vos principes éducatifs. En lien avec le domaine 2 du socle, c'est permettre à l'élève de faire un projet et lui permettre aussi d'analyser si le projet qu'il a réalisé est lucide. Une proposition, mettre en place différents règlements de jeu pour les élèves qui peuvent choisir celui qui leur paraît le plus adapté à leurs ressources. Deux équipes jouant l'une contre l'autre peuvent tout à fait avoir un règlement différent et s'opposer avec deux règlements différents. Un exemple très simple, règlement 1, le blocage est interdit. Deuxième règlement, le blocage est autorisé. Le contrat, c'est de marquer 3 fois en zone arrière à l'issue du match. À l'issue du match, on regarde les équipes qui ont réussi et qui n'ont pas réussi leur contrat et on a un retour sur le projet. Est-ce qu'il était lucide? Bien sûr, il y a des règlements intermédiaires qui sont envisageables. Là, j'ai pris une proposition très simple, règlement interdit, règlement autorisé, mais on peut envisager tout un panel de règlements intermédiaires. 7e principe, imposer des enchaînements d'actions. Le règlement de jeu peut imposer des déplacements avant ou après la frappe. Je vais vous montrer quelques images d'élèves. Donc il s'agit d'une situation intitulée le duel de fous, qui est proposée plutôt en début de cycle avec des élèves débutants. Ça peut tout à fait être des élèves de 6e. Les joueurs s'opposent en 1 contre 1. Ils ont l'obligation de bloquer le ballon avant chaque renvoi. Et après la frappe du ballon, ils doivent aller toucher une marque au sol qui est placée sur l'avant de leur demi-terrain. Cette marque, elle est placée en zone avant. Alors, on peut observer. Donc là, vous avez 2 terrains. C'est du 1 contre 1. Vous avez les dames à droite et un terrain mixte à gauche. Donc vous pouvez observer l'un ou l'autre des terrains. Frappe et ensuite on va toucher le plot après chaque frappe. L'idée, c'est de mettre en mouvement et de permettre des enchaînements chez les joueurs. Deuxième échange. La balle est bonne, à droite. Au départ, ce qu'il faisait, c'était plutôt un renvoi en zone centre-avant. Là. Le renvoi franchit à peine le filet, donc on souhaite les amener à exploiter la profondeur du terrain. Et en plaçant ce plot en zone avant, les élèves vont essayer de jouer plutôt sur l'espace arrière dans un premier temps, voire sur du très court, sur le contre-pied. Et ce plot, il est placé aussi en zone avant parce que si le filet est là, lorsqu'ils vont toucher le plot, ensuite, ça les amène à réaliser un déplacement à reculons, tête relevée, qui est assez difficile, mais spécifique du volley-ball. C'est-à-dire que là, après avoir touché, il faut faire un déplacement à reculons. Il y a des élèves qui ont du mal déjà à se repérer en reculant, et puis tête relevée. Donc on va essayer de travailler sur cette prise d'information qui est spécifique du volley-ball. Si on plaçait le plot derrière, au fond du terrain, les élèves touchent le plot et ensuite vont revenir devant et frapper le ballon devant eux. Et c'est déjà ce qu'ils faisaient déjà spontanément, avec des frappes qui sont plutôt devant eux. Petit 8, concevoir des situations d'exercice pour s'entraîner à se déplacer vers le ballon. J'ai observé quelques leçons de volley-ball et c'est très fréquent que les enseignants font travailler des techniques de frappe à partir d'un ballon qui arrive sur le joueur. Il ne faut pas demander aux entraîneurs d'envoyer le ballon sur le joueur, mais il faut lui demander d'envoyer le ballon à côté du joueur. Puisque ce qui est prioritaire, c'est le déplacement. En match, le ballon n'arrive jamais sur le joueur. À mon sens, ce qui est prioritaire, c'est le déplacement. 9e point, profiter des temps d'échauffement pour faire des jeux qui développent la vitesse de réaction
et la vitesse de déplacement. La motricité que l'on souhaite développer, c'est une motricité jambes fléchies, en appui sur la pointe des pieds, qui permet de réagir très vite à droite et à gauche. Donc de nombreuses situations ludiques en duel, en relais, peuvent être mises en place avec les élèves. Donc une situation en relais, il s'agit donc d'aller toucher la ligne en dessous du filet, puis de revenir toucher la ligne des 3 mètres, matérialisée par les plots bleus et rouges, revenir toucher la ligne de filet, et ensuite revenir en ligne de fond pour taper dans la main de son partenaire. Une situation en duel, maintenant, les élèves sont par 3, il y a un starter, arbitre et deux opposants qui sont de part et d'autre du filet. Il s'agit d'aller toucher très vite un plot à droite, un plot à gauche et d'aller ensuite au filet, mettre le pied sur une marque. Gauche. Dixième point. Guider l'apprentissage en situation. La situation d'apprentissage est certes bien conçue, bien pensée, pertinente, mais le rôle du professeur est fondamental pour guider les élèves vers les apprentissages visés. Possibilité de mettre en place différentes situations pour permettre les temps d'échange et de débat d'idées tout au long du cycle. Les temps morts techniques, le temps mort technique en est un. Imposer un temps mort à l'issue du 8e point pour que les élèves puissent se réunir, voir où ils en sont de l'atteinte des contrats, et puis aussi leur apporter des feedbacks en tant qu'enseignants sur ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont bien réalisé, ce qu'ils ont moins bien réalisé. Ces propositions me semblent transférables à d'autres activités, à l'ensemble des activités même. Voilà. Peut-être que si vous êtes à même de mettre en œuvre ces 10 principes, vous pouvez obtenir la labellisation affichée sur l'image. Pour résumer, que serait un enseignement réussi? Tout d'abord, les élèves organisent eux-mêmes la succession des matchs et les changements d'équipe. Cela renvoie au domaine 2 du socle commun. Les élèves ont réalisé des apprentissages spécifiques à l'activité volleyball. Ils ont acquis une motricité spécifique de volleyeur, des déplacements spécifiques, des frappes spécifiques en relation au domaine 1 du socle. Chacun sait quand il faut jouer seul ou collectivement. Tous les élèves différencient nettement les trajectoires du ballon pour conserver de celles utilisées pour renvoyer. Les disputes et autres railleries sont moins nombreuses. Filles et garçons travaillent ensemble, respectent partenaires, adversaires, arbitres. En bref, ils savent jouer avec fair play. C'est le domaine 3 du socle. Être plus citoyen. Et les élèves choisissent un règlement de jeu qui est adapté à leur niveau. En ce sens, ils portent un regard plus lucide sur leur pratique. Et on n'est pas loin du domaine 4, l'éducation à la santé, c'est ça aussi, c'est être capable de faire des choix lucides. L'éducation à la santé, c'est ça. Et voilà, je vous laisse peut-être réagir à ces propositions et puis je vous propose ensuite de reprendre la main pour envisager une illustration de ces grands principes. C'est une très bonne question. À quel moment, oui, on peut envisager de se passer du blocage du ballon? Je vais donner 2 registres de réponses. Moi, il me semble que ce qui est fondamental, c'est le déplacement. C'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence. Donc, c'est essayer de développer ces apprentissages pour envisager de se passer du blocage. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, c'est analyser à partir de quel moment les élèves réussissent leur contrat.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils réussissent tout le temps leur contrat, peut-être que c'est là qu'on va faire évoluer le règlement. Par contre, tant qu'ils ont du mal à réussir leur contrat, c'est peut-être qu'ils en ont besoin. Plusieurs éléments. En fait, ça pose la question de la culture, quoi. Qu'est-ce que c'est la culture? Qu'est-ce que c'est que être cultivé en volleyball? Je crois que c'est un peu mon père qu'on avait un petit peu parlé, qui a mis un petit peu de bazar là, dans la profession à la fin des années 90 quand il avait introduit le passeur-bloqueur. Pour montrer que c'est bien du volleyball, il avait utilisé 3 registres d'argumentation. Un premier registre qui porte sur l'analyse historique du volleyball. À travers cette analyse historique, on peut mieux comprendre pourquoi les règles évoluent. Pour donner quelques exemples de règles, par exemple aujourd'hui on a le droit de jouer au volleyball en jouant avec le pied. Historiquement non. Autrefois, en volleyball, il fallait servir dans un espace, peut-être que certains l'ont connu, qui était délimité sur le côté droit du terrain, qui faisait 3 mètres. Et puis après on a ouvert, on pouvait servir sur toute la largeur du terrain. Autrefois, lorsque le ballon touchait le filet, il était faute. Et puis aujourd'hui, lorsque le ballon touche le filet, le jeu continue. Alors, il y a tout un tas d'évolutions de règles tout au long de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi elles évoluent. Les règles évoluent pour favoriser le spectacle et équilibrer le rapport de force attaque-défense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'attaque prend trop le dessus sur la défense, il faut aménager les règles. Au service, si on ne fait jamais le point, on aménage les règles au service pour faire plus souvent le point. Donc le ballon peut toucher le filet. Donc on élargit l'espace depuis lequel on peut servir. Utiliser le blocage du ballon, c'est ça. C'est équilibrer le rapport de force attaque-défense. Deuxième registre d'analyse, c'est d'étudier les pratiques sociales. Le volleyball, ce n'est pas que le volleyball 6-6 olympique. Il y a le beach volley. Le beach volley se joue avec des règles très spécifiques. Par exemple, au volleyball, il est interdit de réceptionner à 10 doigts. Pourquoi? Parce que sinon, l'équipe en réception a l'avantage. Il y a le beach volley, il y a des formes de volley à grand effectif, il y a des volleyballs professionnels, il y a du volleyball pour handicapés, et au travers de ces différentes formes de volleyball, il y a aussi le mini-volley canadien, qui est un jeu qui se joue à 4 contre 4 pour les enfants qui ont environ 12 ans. Ça se joue sur un terrain de badminton avec un filet légèrement surélevé, où les élèves, ou les joueurs, parce que c'est en club, où les joueurs ont l'obligation de jouer en 3 touches et ils ont l'obligation de bloquer en seconde touche de balle. Alors on peut s'inspirer de cette forme de pratique aussi, ou de l'ensemble des formes de pratique, pour créer une forme scolaire du volleyball, parce que c'est l'idée. Quelle expérience on fait vivre? C'est-à-dire, quelle est la tranche de vie que l'on va proposer aux élèves? En d'autres termes, c'est passer d'une centration sur l'APSA à une centration sur l'élève dans l'APSA. Jean-Luc Ubaldi dit il faut penser plutôt qu'est-ce qu'un nageur que qu'est-ce que la natation. Je crois qu'on peut avoir aussi ce raisonnement pour ce qui concerne le blocage du ballon, c'est penser qu'est-ce qu'un volleyeur plutôt que qu'est-ce que le volleyball. Et je réponds les choses suivantes. Malgré le blocage du ballon, est-ce qu'on ne peut pas développer une prise d'information spécifique? Est-ce qu'on ne peut pas développer des intentions tactiques typiques du volleyeur? Quand est-ce qu'on doit jouer seul? Quand est-ce qu'on doit conserver? Est-ce que malgré le blocage du ballon, on n'apprend pas à coordonner différents rôles? Réceptionneur, relayeur-passeur, attaquant. Passer d'une centration sur l'APSA à une centration sur l'élève dans l'APSA. Quelles ressources on souhaite voir développer? À quel moment on peut introduire la manchette? Donc déjà, historiquement, la manchette n'a pas toujours existé. C'est une invention au cours des années, fin des années 60, début 70 déjà. C'est une situation critique. C'est vrai que quand on va être dans l'apprentissage du jeu de relais, ça peut être intéressant d'apprendre cette technique aux élèves. Mais il faudra, dans tous les cas, expliquer aux élèves que la technique privilégiée, c'est la passe à 10 doigts. Donc, à partir du moment où je peux faire une passe à 10 doigts, si j'ai l'alternative entre manchette et 10 doigts, je dois choisir en tant que joueur passe à 10 doigts. La manchette sera utilisée dans les situations critiques si vraiment la balle est trop basse. À ce moment-là, effectivement, il faut pouvoir relever un ballon avec une frappe par-dessous.
Personnellement, j'ai trouvé moins d'intérêt à utiliser le jonglage que le blocage du ballon. Mais pourquoi pas, à un moment donné, considérer que ça peut être une étape intermédiaire. Pourquoi pas? Si on a un problème de gros serveur, c'est soit monter le filet, soit donner davantage de droits au réceptionneur, en autorisant le blocage, en utilisant le jonglage, en autorisant le jeu en 4 touches ou en 5 touches, etc. etc. quoi. La problématique de l'évaluation, c'est un vrai dilemme. Hein. C'est qu'est-ce qu'on veut. Moi, je me place dans une perspective, l'évaluation, elle doit être formative. À tous les niveaux, le temps d'évaluation, c'est comment on continue d'apprendre. Il n'y a pas un temps d'enseignement, un temps d'évaluation. Qu'est-ce qui doit être évalué? Si je peux répondre à cette question, ça sera ça. Alors personnellement, je verrais bien une évaluation de ce type en relation à ce qui a été enseigné et appris au cours du cycle. C'est en relation au socle, hein, à la validation du socle. Ce qui me semble important, c'est d'organiser la compréhension, ce que tu disais, la compréhension de l'évaluation. Et moi, je serais assez partisan de ce système, c'est-à-dire un système où l'élève s'auto-évalue au regard de 4 niveaux, mais il est aussi évalué par ses pairs et il est situé aussi par l'enseignant. Lorsqu'il y a des décalages, on a créé un conflit socio-cognitif, hein, on a fait discuter les élèves, on a pu peut-être aussi leur permettre de discuter sur les indicateurs. On peut faire construire les critères par les élèves eux-mêmes, ce qui me semble être une démarche intéressante. On peut proposer des indicateurs. Qu'est-ce que être au niveau 4, qu'est-ce que être au niveau 3, au niveau 2, au niveau 1, mais on peut amener les élèves à construire eux-mêmes ces indicateurs. Et puis de leur donner un retour sur leur action par l'intermédiaire du professeur. Je vous propose une illustration possible en fin de cycle 3 qui s'intitule « Réalise ton contrat avec chacun de tes partenaires ». Donc c'est la situation d'évaluation. Hein. C'est un match en 2 contre 2 sur un terrain de 4 mètres par 12 mètres. Le jeu démarre par un service à 10 doigts depuis la zone arrière. Celui qui a marqué continue de servir. Le nombre maximal de services est limité à 3. Et au-delà, une rotation est effectuée entre les 2 joueurs de l'équipe. Au moment de l'évaluation, il s'agit donc d'un regroupement d'élèves par niveau. Chaque joueur, au moment de cette dernière séance, va disputer un match avec tous les autres joueurs de sa poule. Et il s'agit d'un match en 15 points avec un temps mort technique à 8. Vous avez un exemple de fiche de tournoi. Hein. On a 5 élèves qui vont travailler ensemble. C'est la poule numéro, je ne sais pas, 1, 2, 3 ou 4. La 1 étant peut-être la meilleure et la 4 un peu moins bonne. Les élèves inscrivent leur nom là en face de joueurs 1 à 5. Et vous avez ensuite dans le tableau l'ordre des matchs. Donc chaque joueur va passer avec tous les autres élèves de sa poule. Le premier match, comme vous pouvez le voir, c'est 1 et 2 qui jouent contre 3 et 4. Le 5 est l'arbitre. À l'issue des 5 matchs, chaque joueur de la poule a joué une fois avec tous les autres joueurs. Les élèves remplissent le tableau suivant, le score du match, le nombre de points bonus, par exemple si on est sur marqué en zone arrière, c'est le nombre de fois où on a marqué en zone arrière. Dans la dernière colonne, les élèves indiquent s'ils ont réussi ou non leur contrat. Le groupe dispose par ailleurs d'une feuille de marque avec les 15 points qui sont indiqués. Les points marqués en zone arrière valent double et donc sont entourés, c'est ce qui apparaît en bleu. Et les autres points, les points normaux, sont barrés. On peut aussi demander d'entourer les ballons non touchés en défense pour comptabiliser le nombre de ballons non touchés. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir un retour d'information immédiat sur le nombre de points bonus obtenus et de ballons non touchés, de manière à voir si les élèves ont réussi ou pas leur contrat. L'équipe de gauche a 4 cercles, donc a fait 4 points bonus. À droite, l'équipe de droite a un seul cercle, elle a réalisé donc un seul point bonus. L'équipe à gauche a-t-elle réussi son contrat? Oui, parce qu'elle a 4 points bonus et elle a un seul ballon non touché. L'équipe de droite n'a pas réussi son contrat, elle n'a pas réussi à marquer au moins 3 fois en zone arrière. Bon, chaque équipe choisit avant le début de match l'un des 2 règlements de jeu suivants. Il y a le règlement 1, le blocage du ballon est possible pour faire une passe au partenaire. Le règlement 2, le blocage n'est pas autorisé. Il y a un décompte des points possibles que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure.
Si on a gagné avec le règlement 2, c'est-à-dire sans le blocage, ça rapporte plus de points que si on a gagné avec le règlement 1 et réussi son contrat. Pour les défaites, quel que soit le règlement qu'on a choisi, si on a fait le contrat, ça rapporte 2 points. Si on n'a pas fait le contrat, ça rapporte 1 point. Des variables possibles, c'est envisager des règlements plus simples ou des règlements intermédiaires. Et puis c'est aussi, si l'observation des 2 contrats est complexe, c'est retenir celui qui vous semble prioritaire. Si votre problème prioritaire c'est plutôt le déplacement, vous retiendrez plutôt le contrat sur le nombre de ballons non touchés. Si le problème du déplacement vous semble résolu, vous mettrez l'accent sur le deuxième contrat qui est le nombre de ballons marqués en zone arrière.